générale. La générale. La générale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition vespérale. C'est la générale de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter ensemble avec Karine Diegui. Karine, bonsoir. Bonsoir, Louis Chabalo. Quelles sont les grandes articulations de ce journal ? Aucun cas de choléra n'est enregistré à Malanville, contrairement à l'information qui circule dans l'opinion publique. C'est le démenti apporté par le médecin coordonnateur sanitaire de la zone sanitaire Karim Malanville. Il sera dans le 19h pour apporter des précisions. Pendant ce temps, le gouvernement a décidé de la création du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Décision prise en Conseil des ministres de ce mercredi 30 octobre. Bien d'autres décisions ont été prises au cours de ce conclave hebdomadaire. Le point à suivre avec le porte-parole du gouvernement. À suivre également bien d'autres informations, les nouvelles sportives, celles à l'échelle continentale et dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale, c'est la charpente de l'édition. Nous sommes mercredi 30 octobre de l'an 2024. Voici pour vous la générale de l'information. La générale. Christian Avossetien sur la mise en onde de l'édition. On démarre par les échos de la Barina. Les membres du gouvernement béninois se sont retrouvés ce mercredi. C'est dans le cadre du traditionnel conclave hebdomadaire du gouvernement. D'importantes décisions sont prises à cet effet, Karine Diegui. Effectivement, le gouvernement béninois s'est montré bien préoccupé par le bien-être des animaux d'élevage. En témoigne la création du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Décision entérinée ce mercredi en Conseil des ministres. La finalité de cette politique étant d'accroître le cheptel et la compétitivité des filières animales. Plus de précisions avec Wilfred Liandro-Ngbeji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Les principales maladies auxquelles sont sujets les animaux d'élevage ont une incidence économique réelle sur la production et constituent une limite à leur développement. Pour lever cette contrainte et contribuer à terme à l'accroissement du cheptel, de la productivité et à la compétitivité des filières animales, l'accent doit être mis sur la prophylaxie médicale qui consiste en des soins préventifs. Elle suppose la disponibilité en quantité, en qualité et en temps réel des vaccins à l'échelle nationale. Aussi, au regard des enjeux actuels, convient-il que le centre dédié mis en place au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche soit restructuré pour générer plus d'impact au profit du sous-secteur de l'élevage. C'est pourquoi le Conseil a décidé de l'ériger en établissement public dont les statuts sont, par la même occasion, approuvés. Il sera notamment chargé de assurer la disponibilité permanente, la qualité et la distribution des produits biologiques à usage vétérinaire sur l'ensemble du territoire, accroître les capacités de contrôle des maladies animales à travers les laboratoires vétérinaires, fabriquer sur place des vaccins vétérinaires de qualité. Entre autres décisions prises au cours de ce conclave gouvernemental, l'exécutif a adopté le décret portant création et approbation des statuts du Centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, ainsi que le décret portant création de la Société de production audiovisuelle SOPA SA. Au titre des communications, le Conseil a autorisé l'indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou, de sa base logistique et autres bâtiments connexes. Le gouvernement a aussi décidé de contractualiser pour la gestion opérationnelle du projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Les détails sur ce dernier point avec le porte-parole du gouvernement Wilfred Liandro-Ngbeji. Dans le but de réduire considérablement les inégalités de genre et le faible accès des personnes démunies à la sécurité sociale, le gouvernement a opté pour le déploiement de l'assurance maladie obligatoire à tout résident sur le territoire national à travers la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain.
À cet effet, l'Agence nationale de protection sociale a convenu de l'implémenter suivant l'approche du faire-faire. Les diligences entreprises à cette fin ont permis de retenir une structure expérimentée, faisant ses preuves sur le continent, offrant une couverture fonctionnelle complète, qui inclut la gestion des adhésions et des sinistres, l'émission des factures, le tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'agence, du niveau de connectivité des formations sanitaires béninoises et s'engageant pour la digitalisation complète du processus de prise en charge des 10 sinistres. Pendant ce temps, Ulrich Chabalo, le Bénin et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR renforcent le partenariat. C'est vrai, Karine, puisque le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a reçu ce lundi 28 octobre les lettres de cabinet du nouveau représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR près le Bénin. Les échanges avec le ministre ont porté sur la collaboration présente et future entre le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement du Bénin. À sa sortie d'audience, le représentant du HCR se dit satisfait et promet son accompagnement pour protéger les réfugiés face aux enjeux actuels liés à la crise au Sahel. On écoute Olivier Guillaume Biard. Nous avons une collaboration très ancienne avec le Bénin en matière de protection des réfugiés. Déjà à l'époque, dans un passé très récent, nous avons eu à travailler avec le Bénin sur le retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire après la clause de cessation. Et maintenant, nous sommes amenés à retravailler ensemble en raison de ce qui se passe au Sahel central et des personnes qui arrivent dans les pays côtiers, le Bénin, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire. Eh bien, nous avons eu à échanger sur la collaboration présente et future entre le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement du Bénin, et notamment avec notre partenaire, le secrétaire permanent de la CNRA, de la Commission nationale pour les réfugiés et les apatrides, avec lequel nous collaborons déjà depuis très longtemps, pour voir comment nous pourrons ensemble venir apporter des solutions innovantes à la pression que subissent les pays côtiers avec l'arrivée de nouveaux réfugiés en provenance du Sahel central. Notre santé à présent dans ce 19h, les populations de Malanville et des localités environnantes n'ont rien à craindre. L'alerte liée à la supposée présence d'une poche de choléra dans cette zone n'est pas fondée selon nos informations. Faux, Ulrich Chabalo, aucun cas de choléra n'a été enregistré à Malanville. C'est ce qu'on peut retenir des propos de Alsen Koni Orokoukou, médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville-Carimoman. Selon ce dernier, il s'agit plutôt des maladies hydriques liées aux inondations enregistrées. Aussitôt alerté, il dit avoir diligenté une équipe pour des prélèvements. On écoute pour plus de précision Alsen Koni Orokoukou. Ce n'est pas des cas de choléra. Il faut dire que la zone sanitaire Malanville-Carimoman, c'est une zone sanitaire qui est entourée pratiquement par des fleuves, soumis à des épisodes d'inondation répétés de façon cyclique chaque année. Donc, quand nous sommes en période de pluie, nous nous attendons à ces inondations-là, dû au débordement du fleuve Niger de ses affluents. Donc, ce débordement, les riverains qui sont à côté de ces fleuves-là vivent quand même le périple de l'eau, de ces débordements-là. Donc, il faut dire que pendant ces périodes-là, il y a ces maladies hydriques qui surviennent dans la population. Et c'est le cas cette année de la situation que vous aurez constatée au niveau de la population de Galiel. Donc c'est des maladies diarrhéiques qui surviennent suite à les inondations. Déjà, quand nous avons eu l'alerte, parce que nous avons les relais communautaires aujourd'hui, ces relais nous ont notifié la situation, le cas de diarrhée et vomissement dans le village de Galiel. Donc rapidement, nous avons une équipe d'intervention rapide. Et arrivé là-bas, suite à ces cas, nous avons fait des prélèvements. Donc ces prélèvements ont été envoyés au niveau national où la technique a été faite et puis c'était autre germe que le choléra. Donc il y avait plus de peur que de mal. Plus loin, le médecin coordonnateur rassure de ce que les dispositions ont été prises à ceci pour vite circonscrire le mal. Il s'agit entre autres de la sensibilisation des populations, le traitement des eaux de pluie et bien d'autres. On écoute Alsen Koni Orokoukou. Par rapport à la situation, la première des choses, on a rapidement essayé de circonscrire la situation.
Donc, voir l'ampleur, ceux qui sont touchés. On a carrément référé les cas qu'il faut référer au niveau des centres de santé, où nous avons veillé à ce que tous ces cas-là soient pris en charge. Que tu aies les moyens ou pas, tu es pris en charge. Ça là, c'est un no-go. Deuxièmement, il fallait d'abord faire tout possible pour qu'il y ait de l'eau potable disponible, pour que la population ne consomme pas l'eau du fleuve. Et ça, on a déjà pris des dispositions par rapport à ça, en traitant les puits que nous avons dans ces localités-là. Vous voyez, à base du chlore que nous avons à notre disposition, nos agents d'hygiène ont fait le traitement des puits. Nous avons doté la population d'aquatabs, vous voyez, pour pouvoir traiter de l'eau de boisson au niveau des ménages. Donc nous avons fait également ce travail-là. Nous avons sensibilisé par rapport à tout ce qui est mesures d'hygiène. D'abord, avant de manger, il faut se laver les mains. Quand on va au sel, on revient, il faut se laver les mains. Quand les enfants doivent chier, il faut leur donner des pots. Nécessairement, quand c'est fini, il faut aller verser au niveau des WC. Tout ce qui est fruits et légumes, il faut laver avant la consommation. Donc vous voyez, toutes ces mesures d'hygiène-là, nous avons essayé de les prendre avec nos agents d'hygiène et également avec les relais communautaires. Alsen Koni Orokuku profite par la même occasion pour lancer un appel à la population, celui de se rapprocher des élus locaux ou les relais communautaires après avoir suspecté un cas de maladie hydrique. On s'intéresse à présent à la pluviométrie guide des prévisions météorologiques faites par les spécialistes pour le compte de la saison des pluies en cours. Nous avons posé la question au premier responsable de Météo Bénin. Karine Diegui, comme annoncé par l'Agence nationale de la météorologie Météo Bénin, c'est déjà la fin de l'unique saison des pluies au nord du Bénin. Pour rappel, ces prévisions saisonnières avaient prédit des cumuls pluviométriques excédentaires, humides à plus humides ou moyens, une situation qui devrait encourager la production des spéculations tolérantes. Et ces prévisions ont été observées au cours de la saison. C'est ce qui prouve encore une fois la fiabilité des données de la météo. Selon le directeur général de la météo, les données deviennent de plus en plus fiables grâce au renforcement des équipements pour le travail et à la qualité des ressources humaines. On écoute Didier Kappa. Effectivement, tel que nous l'avions prédit il y a de cela quelques mois, que la saison prendra fin à la fin du mois d'octobre. C'est effectivement ça. C'est déjà la fin de la saison au nord de notre pays. Et même si on devrait avoir une pluie encore, ce serait très rare. D'accord, c'est très rare. Alors, la fiabilité de ces données ou de ces prévisions de l'Agence nationale de la météorologie est due au fait que désormais nous disposons de la ressource humaine qualifiée. Et nous disposons également des équipements de dernière génération qui nous permettent d'avoir les données fiables et une fois que la ressource humaine aussi est disponible, la compétence pour la réalisation de ces produits est sans doute une efficacité. Ce qui explique la fiabilité de nos prévisions aujourd'hui, c'est la ressource humaine qualifiée et puis les équipements de collecte de données et de traitement de dernière génération que nous disposons. Donc tout ceci ensemble nous permet de donner des prévisions avec précision depuis quelques années. L'expert météorologie annonce par la même occasion le début de l'harmattan pour très bientôt dans le Nord Bénin, fin novembre, avec un pic en décembre. On écoute pour plus de précision Didier Kappa, il est le DG Météo Bénin. L'harmattan déjà vers le nord de notre pays. On va commencer par sentir l'harmattan déjà à partir de la fin du mois de novembre. Et décembre déjà, ce serait vers l'harmattan qui va s'installer sérieusement avant que la saison sèche. C'est déjà la saison sèche l'harmattan, mais l'harmattan prendra fin déjà après janvier. Après janvier, et nous allons traverser cette saison sèche là avant que la pluie ne démarre encore vers mars ou avril. Cela dépendra de phénomènes atmosphériques que nous allons pouvoir mettre à votre disposition très bientôt. La générale. On prend à présent la direction de New York des États-Unis d'Amérique précisément pour s'intéresser aux préparatifs de la présidentielle. Les Américains décideront le 5 novembre prochain qui sera le président. Kamala Harris et Donald Trump, deux candidats que tout semble opposer, continuent de battre campagne en parcourant les États clés des États-Unis d'Amérique. Pour convaincre l'électorat, des personnalités influentes et anciens dirigeants s'investissent aussi dans cette campagne électorale dans les deux camps. Mais quels sont les enjeux de cette élection? La réponse avec notre envoyé spécial à New York, Rodrigue Azinongwe.
C'est mardi prochain, tard dans la nuit aux États-Unis et tôt le matin au Bénin, qu'on connaîtra le nom du prochain président américain. Le face-à-face Kamala Harris, vice-présidente sortante, et Donald Trump, ancien président entre 2016 et 2020, a tout l'air d'un combat sans merci. Pour l'ancien président, gagner a un double sens pour lui. Premièrement, ce sera une revanche sur l'élection d'il y a 4 ans, élection au cours de laquelle il a été désigné perdant face à Joe Biden, une défaite qu'il n'a d'ailleurs jamais reconnue, et il a à cœur de démontrer en cas de victoire qu'il demeure l'homme de la situation. Deuxièmement, les déboires judiciaires qui se sont accumulés durant sa traversée du désert ces 4 dernières années, gagner lui permettrait d'avoir 4 ans de répit. Face à lui, Kamala Harris, qui a remplacé l'actuel président Joe Biden au pied levé, elle se trouve face à un monstre politique. Son adversaire très populiste ne rate aucune occasion pour tirer sur elle et la rend comptable de la gestion de la présidence Biden. Harris, juste après sa désignation comme candidate démocrate, avait vu sa courbe de popularité dépasser celle de Trump lors des sondages pendant des semaines. Mais ces derniers jours, sa campagne semble un peu stagner, les pro-Trump font feu de tout bois, même le milliardaire et propriétaire de Tesla et Twitter, nouvellement X, Elon Musk, occupe l'espace pour porter la campagne de l'homme d'affaires. La situation de la campagne Harris a même fait sortir de sa retraite l'ancien président Barack Obama, qui parcourt les différents États clés, les swing states, pour faire changer d'avis les électeurs encore indécis. La guerre des sondages fait aussi rage. Chaque camp sort des chiffres pour montrer que c'est lui qui mène la danse, pour convaincre encore ceux qui ont quelques doutes. Comme on peut le voir, la campagne bat toujours son plein, et bien malin qui pourra dire celui qui occupera le bureau ovale de la Maison Blanche en janvier prochain. Rodrigue Zinogbe, New York, pour Fraternité FM. Merci à vous, Rodrigue Zinogbe. On parle éducation à présent avec l'écriture braille. Inventé il y a près de 200 ans, le braille permet aux aveugles ou malvoyants du monde entier de pouvoir lire et écrire malgré leur cécité. Plus que cela, ce système d'écriture basé sur le toucher offre aux déficients visuels un accès à la connaissance et à l'enseignement. Selon le directeur du Centre de promotion sociale des aveugles de Parakou, l'écriture braille est le seul moyen par lequel le malvoyant peut s'ouvrir au monde, qu'il s'agisse des non-voyants et des malvoyants. Cet outil est le seul capable de les aider dans leur situation. Mais selon Alexis Botton, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ces outils sont chers et leur absence dans le centre complique l'apprentissage au profit des apprenants. On écoute pour plus de précision Alexis Botton, je le disais, directeur du CPSA Parakou. L'éducation des enfants déficients visuels a d'abord une base fondamentale qui est l'accès à l'écriture braille. L'écriture braille reste un peu comme pour le voyant l'écriture ordinaire qui permet d'accéder à l'éducation, d'abord à l'écriture, à la connaissance, et c'est la porte ouverte au fait sur l'éducation des personnes handicapées. Et donc grâce à l'écriture braille, qu'il s'agisse des non-voyants ou des malvoyants, ils parviennent à apprendre les b.a.-ba, comme on le dit, et finalement ils parviennent à savoir lire et écrire, et ainsi leur est ouvert la porte sur le monde de l'éducation. Le matériel pour l'éducation des personnes handicapées de la vue coûte relativement cher, parce que nous avons par exemple la tablette braille, nous avons le poinçon, nous avons des feuilles braille, nous avons des cahiers braille, nous avons des calculatrices sonores, nous avons des téléloupes, nous avons beaucoup de matériel qui sont nécessaires pour l'éducation des personnes handicapées visuelles. On parle sport à présent et avec vous, Jacques Degbé, bonsoir. Bonsoir, Louis Chabalon. Tournoi UFOA B, la Côte d'Ivoire termine sur le podium. Le match de 3e place du tournoi UFOA B s'est disputé ce mercredi après-midi entre la Côte d'Ivoire et le Niger, et il a tourné à l'avantage des Éléphantos, vainqueurs 2-1 du MENA. U20, Alès Wawa et Ouma Konaté ont marqué pour la Côte d'Ivoire, tandis que Faisal Amadou a inscrit le but réducteur côté nigérien. La grande finale de ce tournoi sous-régional a lieu ce soir même entre le Nigeria et le Ghana au stade Kege de Lomé. Les deux finalistes sont d'ores et déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans prévue l'année prochaine. Real Madrid, Pérez commence à s'inquiéter
des performances de Mbappé. Oui, Kylian Mbappé a clairement raté son classico face au FC Barcelone dans les grandes longueurs samedi dernier. Une prestation insipide de l'attaquant du Real Madrid signalé au jeu à 8 reprises qui inquiète logiquement son président Florentino Pérez selon les informations du média El Confidencial. Nos confrères expliquent que le niveau actuel du buteur français est la principale préoccupation du boss madrilène, bien loin devant le ballon d'or non attribué à Vinicius Junior. Plusieurs choses l'irritent concernant l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, son irrégularité sportive, sa forme physique douteuse, ses difficultés d'intégration au sein de l'équipe et surtout la déception qu'il représente auprès des supporters, lesquels ne l'ont toujours pas encore totalement pardonné ses multiples refus de rejoindre la capitale espagnole par le passé. Mbappé a donc clairement dessus Pérez qui ne comprend pas que son équipe, pourtant championne d'Europe en titre, joue moins bien depuis l'arrivée du Français, car le président madrilène veut faire du capitaine de l'équipe de France la figure de proue de son projet et pour l'instant il ne répond du tout pas aux attentes. Il ne répond pas encore. Merci Jacques Degbé, c'était l'actualité sportive. Après vous, les nouvelles du continent. Un tour sur le continent avec vous, Karine Djegui. On démarre par le Nigeria. Vaste coupure électrique au nord du pays. Une vaste coupure de courant frappe le nord du Nigeria depuis 2 semaines, affectant des millions d'habitants dans 17 des 36 États du pays. Cette interruption résulte d'actes de vandalisme menés par un groupe armé mettant hors service une partie importante du réseau électrique national. Le président Bola Tinubu a ordonné le déploiement des forces de sécurité pour sécuriser les sites de maintenance et permettre les réparations. Toutefois, selon le ministre de l'Énergie, il faudra attendre jusqu'à mi-novembre pour que le courant soit totalement rétabli. Au Ghana, pendant ce temps, une candidate à la présidentielle meurt. À quoi donc candidate à l'élection présidentielle est décédée? Son décès est survenu ce lundi 28 octobre vers 22h dans un hôpital d'Accra selon les médias locaux. Âgée de 112 ans, elle était l'une des 2 seules femmes en lice pour la présidentielle. Son état de santé s'était détérioré en raison de douleurs abdominales survenues le samedi dernier. Selon les lois électorales ghanéennes, un parti a 10 jours pour désigner un nouveau candidat à la présidentielle en cas de décès de son candidat officiel. Dans ce cas, la date de l'élection peut être reportée de 21 jours maximum afin de permettre la mise à jour des bulletins de vote. Au Ghana, l'élection présidentielle est prévue pour le 7 décembre prochain. Merci Karine pour toutes ces informations à l'échelle continentale. On va faire place à présent à la revue de presse nationale estampillée Epiphane Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Par décision portant révocation de la direction de l'administration du parti Union Progressiste et le Renouveau, Christelle Houdonoubou Alioza a été déchargée de ses fonctions. Le matinal, Éveil Info, le potentiel fraternité notre quotidien, le pays émergent matin libre d'Abarou et bien d'autres publications en parlent. À celle qui est connue dans l'univers politique béninois comme l'une des figures féminines les plus actives, il est reproché d'avoir de son propre chef sans avoir reçu pouvoir spécial ou une quelconque habilitation du parti et encore moins informé son président, engagé, poursuivi et conclu le 8 octobre 2024, un contrat qualifié mémorandum d'accord qui engage le parti à l'égard d'un cabinet. L'investigateur aussi en parle et précise que c'est du moins les faits exposés dans l'article 2 de la décision précipitée, durement signée du président de la haute direction politique du parti et qui ont coûté à Christelle Houdonoubou Alioza sa révocation du poste qu'elle occupe depuis décembre 2019. L'acte est analysé comme étant une faute grave étant donné qu'elle engage la vie du parti mais éventuellement à la charge de celui-ci des obligations dont le non-respect pourrait donner lieu à des déboires, toute chose de nature à terner l'image du parti qui demeure la plus grande force politique du Bénin si l'on s'en tient aux dernières élections législatives du 8 janvier 2023. Et sur le sujet, le matinal se demande ce qui a pu bien pousser Christelle Houdonoubou, une figure de pro du parti, à commettre
commettre une telle erreur administrative? A-t-elle mesuré la portée de l'acte qu'elle a posé, des implications qu'il pourrait induire pour le parti? Pourquoi Dame Alioza s'est-elle permise de façon unilatérale et sans le quitus du parti de formaliser un contrat au nom du parti, se demande le journal, qui veut aussi savoir si elle est fondée en sa qualité de directrice de l'administration du parti à agir ainsi. Autant de questionnements qui ne manquent de pertinence mais qui pour l'heure demeurent sans réponse selon la publication. Et au-delà des faits reprochés à Christelle Oudonoubo, il faudra peut-être rechercher les vrais motifs de cette éviction plus loin, pense le matinal, qui ajoute que de sources proches du parti, le courant ne passerait plus trop entre la désormais ex-directrice de l'administration de l'UP Le Renouveau et le président du parti Joseph Djogbenou. Il est reproché à Madame Alioza de se donner certains aides de liberté qui ne seraient pas du goût de l'instance dirigeante du parti, et c'est ainsi qu'elle aurait reçu il y a quelques semaines au siège du parti une délégation de meilleurs élèves filles du département du Borgo admises aux examens de fin d'année. Cette délégation, selon les investigations du matinal, aurait été accompagnée par un élu communal du bloc républicain, et cette démarche a été dépréciée par la direction du parti et a aussi valu à son initiatrice une demande d'explication. Outre la maladresse précipitée qui a potentiellement mis en disgrâce Christelle Oudonoubo, il y a eu un autre fait majeur, fait savoir le matinal, qui déballe qu'il s'agit de la publication qu'elle a faite sur sa page Facebook le 2 octobre 2024 dans laquelle elle a souhaité joyeux anniversaire à Olivier Bokor, ex-baron du régime, en plein ennui judiciaire pour implication présumée dans l'affaire de tentative de coup d'État. Cette attitude, quoique perçue et saluée comme un acte de bravoure et de courage par plusieurs internautes, frise une violation du principe de discipline de groupe, et cette maladresse a, de l'avis de beaucoup d'observateurs, été le coup fatal qui a accéléré son débarquement du prestigieux poste de directrice de l'administration du parti. Et toujours sur le sujet, le matinal se demande qui va succéder à Christelle Oudonoubo à la tête de l'administration du parti Union Progressiste Le Renouveau. Cette question taraude l'esprit des militants et de l'opinion publique, conclut la publication. Parlons toujours politique dans cette revue avec le pays émergent qui s'intéresse aux intrigues contre l'ancien président de la Cour suprême Ousmane Batoko et précise que le président de OB26, Jean-Eudes Mitokwe, rabat le kaki à Rachidi Gbadamassi. Ousmane Batoko n'est pas le père adoptif de Steve Amoussou comme l'a annoncé l'ancien député Rachidi Gbadamassi, clarifie la publication. Profitant d'une conférence de presse qu'il a récemment animée, Jean-Eudes Mitokwe, le président du mouvement Objectif Bénin 2026, a tenu à revenir sur cette déclaration. Pour lui, il s'agit simplement d'une contre-vérité, d'un mensonge, car Madame Amoussou a été son professeur de physique au CEG à Bomé-Calavé. Elle a gardé une génération entière et c'est une dame intègre et rigoureuse, a-t-il ajouté, pour contredire les déclarations qui ont été faites par l'ancien député Rachidi Gbadamassi, conclut la publication. Et plus loin, des bruits de bottes se font entendre à nouveau à la télévision et à la radio nationale. Matin libre, le matinal et bien d'autres publications en parlent, précisent que les travailleurs mécontents montent au créneau pour dénoncer leur exclusion de la mise en œuvre des réformes annoncées à la SRTB. Réunis en assemblée générale ce mercredi 29 octobre, le syndicat des travailleurs de la SRTB s'indigne et dénonce sa non-implication dans la mise en œuvre des réformes. Et dans les dernières secondes, les 4 vérités nous informent qu'une jeune dame a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt dans un dossier de cambriolage pour avoir reçu un transfert Momo d'un téléphone volé. Le procès a eu lieu ce mardi 29 octobre 2024 au tribunal de première instance de Cotonou et à la barre. La victime a fait savoir qu'elle a été cambriolée. Et selon cette déclaration, l'enquête ouverte n'a pas permis d'appréhender les auteurs de cambriolage et toutefois, une transaction Momo a été repérée au niveau d'un opérateur GSM avec l'un des portables volés. C'est ce qui a permis d'interpeller l'accusé qui était devant le juge ce mardi et selon la victime, le montant des objets volés de la somme d'argent est estimé à environ 2 millions de francs CFA. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Christian à votre 7e était aux manipulations techniques. Édition Cybelle Lesotamigan. Présentation Karine Diegui et moi-même Ulrich Chabalo. On se reprend demain, même fréquence, même heure, même équipe et surtout même plaisir. C'était la Générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM. Vous l'attendez, mais vous l'attendez, mais vous l'attendez, mais vous l'attendez.